Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Café des Croissants, une émission de TV Bruit. TV Bruit, c'est une télé associative et participative, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous liker et à faire tous les trucs qu'il faut, à vous abonner, c'est vachement important pour nous. Aujourd'hui à la technique, on a Sacha qui a rejoint TV Bruit justement, salut Sacha, et puis on a Gouard aussi. On va vous parler dans les épisodes qui suivent de transport. C'est une thématique qui est importante évidemment dans la campagne municipale. Donc on va parler transport, on va parler piéton, on va parler vélo, on va parler métro, tandis que le tunnelier est en train de creuser là, sous nos pieds la ligne C du métro. Bon, comment on bouge à Toulouse alors ? Donc aujourd'hui, on est au cœur du quartier Saint-Aubin, à la petite robe de noir, et c'est Jean-Christophe et son équipe, comme Xavier par exemple ou Alex, qui nous accueillent, et on les remercie chaleureusement de le faire. On est au cœur du quartier, c'est intéressant parce qu'à quelques mètres, on a les travaux de métro, et puis en dessous aussi, comme je le disais en intro, on a le tunnelier qui est en train de passer. On a une terrasse qui se partage entre les tables, et puis les piétons, et puis les vélos. Et on a la piétonisation de la rue de la Colombette à côté qui a été et qui est toujours un sujet important, piétonisation ou pas, vélorution ou pas. On parle de tout ça et on va en parler avec Boris qui est avec nous. Merci d'être là et qui nous accompagne donc pour nous parler de Deux Pieds Deux Roues, parce que quand même tu es le président de cette association. Deux Pieds Deux Roues, donc à la fois pour les piétons et pour les vélos, donc mobilité douce. La première question que j'ai envie de te poser, c'est Deux Pieds Deux Roues, ça existe depuis longtemps, je crois. Quel est son plaidoyer ? Qu'est-ce que vous défendez ? Alors, Deux Pieds Deux Roues, oui, effectivement, ça existe depuis plus de 40 ans. Au départ, c'était une association qui défendait purement les droits des cyclistes. Et depuis 2013, qui a intégré aussi les piétons. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a changé de nom en s'appelant Deux Pieds Deux Roues. Donc on défend en fait l'usage du vélo et de la marche à pied pour ces déplacements du quotidien. Alors, pas forcément des tout petits déplacements, mais ça peut être des déplacements domicile-travail, ou utilitaires ou de loisirs. Sur Toulouse et son agglomération en fait au sens large. Parce que vous êtes élargi finalement. Parce que effectivement, au départ, l'association c'est une association toulousaine, mais on a essaimé un peu dans toute l'agglomération, pas seulement dans Toulouse Métropole, mais dans le Sicoval, dans le Murtin et dans les autres EPCI, comme on dit. Les acronymes, ça va être terrible. Moi, les acronymes, j'y comprends rien, c'est une catastrophe. Ok. Juste pour préciser, pour être tout à fait clair, je fais partie de l'association Deux Pieds Deux Roues, ce qui ne m'empêche pas de rejoindre régulièrement les masses critiques de Vélorution, parce que des fois, il y a une espèce d'opposition, on se dit « Deux Pieds Deux Roues, c'est pas Vélorution », etc. C'est peut-être des méthodes qui sont dissemblables, mais au bout du compte, est-ce que c'est très différent ? En fait, non, je pense que Vélorution, pour le coup, défend plutôt les cyclistes et un usage du vélo, ils font pas forcément de plaidoyer, ou en tout cas, ils sont pas forcément intégrés dans les discussions que nous, par exemple, on peut avoir avec les institutions, que ce soit Toulouse Métropole, le département et autres. Oui, vous êtes un peu les adultes dans la pièce quand même, Deux Pieds Deux Roues. On va discuter avec les institutions, on essaie d'être force de proposition. Et puis, parfois d'opposition, puisque vous avez fait annuler... c'est encore un acronyme, il faut que tu m'aides. Nous avons fait annuler effectivement en 2023 le plan de déplacement urbain. Pourquoi ? Parce qu'il était illégal tout simplement. Donc, juste ça. il était illégal parce qu'en fait c'était
Ce plan a été initié, en fait, c'est une révision d'un plan qui datait de 2012 et qui a été initié en 2017, à l'arrivée de Jean-Luc Boudin à la mairie de Toulouse en 2000. Oui, il y a longtemps. Voilà, 14 peut-être. En 2014, oui. voilà. En fait, il a été initié la révision pour introduire la troisième ligne de métro qui n'avait aucune existence officielle en fait, dans aucun document de programmation. Et donc, ils ont un peu fait les choses à l'envers, c'est-à-dire il y avait un projet, et ils ont modifié le plan de déplacement urbain pour introduire ce projet. Sans partir de la base, c'est-à-dire les besoins en déplacement des habitants de l'agglomération, et pas seulement de Toulouse, mais de l'agglomération, et après de définir un certain nombre de projets qui permettraient d'améliorer et de répondre à ce besoin de déplacement. Et donc là, il y avait le métro, et donc ils ont tordu le document pour effectivement justifier son existence et sa création. Et en plus, normalement, quand on fait un plan de déplacement urbain, on doit comparer plusieurs solutions qui doivent répondre à différents objectifs et prendre la meilleure. Or, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas d'alternative. Voilà. C'est souvent qu'on entend cette histoire de « oh, il n'y a pas d'alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Donc voilà, c'est une solution imposée aux habitants. C'est une commande politique qui a été imposée aux habitants sans justification aucune. Donc annulation après la bagarre. Et donc en fait, il a été jugé ils ont perdu 3 fois, une fois en première instance, une deuxième fois parce qu'ils ont demandé un sursis à exécution après le jugement de première instance, et une troisième fois en appel. Un peu le rêve, ça quand même, on pense à nos amis de la 69 ou de la LGV. C'est un peu plus compliqué pour ce type de projet. En termes de... Ça me fait penser à cette idée de méthode, de comment est-ce que la municipalité actuelle, en tout cas, travaille. Est-ce qu'ils se sont améliorés dans la méthode de travail ? Est-ce que maintenant, ils sont davantage à l'écoute des propositions qui viennent des usagers pour remonter au niveau des services techniques, voir comment on peut faire pour améliorer tout ça, et ensuite proposer des projets ? Ou est-ce qu'on est toujours à quelque chose qui vient plutôt du haut vers le bas ? Je dirais plutôt, effectivement... Et j'aime pas dire du haut vers le bas, puisqu'on n'est pas en bas. Non, effectivement, on peut dire qu'à part certains rares projets, il n'y a pas énormément de co-construction. On citait tout à l'heure la Grande Rue de Saint-Michel. C'est un des rares exemples où il y a effectivement une co-construction avec les associations, dont de Pieds de Roue. Mais sinon, si on parle du sujet un peu phare pour le vélo actuellement, c'est le réseau Express Vélo. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une co-construction. Il y a... on demande régulièrement les plans des futurs aménagements pour pouvoir effectivement faire des commentaires, faire des améliorations, apporter notre expérience et notre expertise d'usager. Mais au final, souvent on a les plans très tardivement et sans possibilité de modification, et donc ça conduit des fois à des aménagements qui sont mal foutus et qui sont pas... Voire dangereux. Voire dangereux, oui. La question de la sécurisation des piétons et des cyclistes, elle est absolument majeure, puisque ce sont quand même les victimes des accidents. En général, on le sait bien. Pour toi, la sécurisation, pour toi, quand je dis pour toi, pour l'association de Pieds de Roue, bien sûr, elle est importante. Et quelles sont vos recommandations ? Elle est essentielle. Je veux dire que si les gens ne se sentent pas en sécurité pour marcher ou faire du vélo, ils ne vont pas le faire. Donc oui, ça passe déjà par un apaisement en fait de la circulation automobile, c'est-à-dire une baisse effective, réelle de la vitesse. Comment ce ne sont pas les vélos qui sont hyper dangereux pour tout le monde et qui fichent le bazar, etc. Quand on regarde malheureusement, les statistiques sont parlantes. Malheureusement, les victimes, comme tu le disais, les victimes de la circulation, c'est les piétons et les cyclistes. Les derniers exemples, malheureusement, le montrent très bien. Et il y a rarement un vélo qui aurait renversé une voiture, ou un piéton. Voilà, c'est... De façon mortelle encore moins. Voilà. Donc oui, c'est malheureusement un lourd tribut que payent encore les cyclistes et les piétons. Et en fait, alors pour les cyclistes, c'est souvent dû effectivement à des aménagements qui sont pas bien compris, où les aspects entrée-sortie d'un aménagement sont pas bien pensés, sont pas bien prévus, et du coup, c'est là où les gens hésitent et peuvent se mettre en danger. Oui, et puis il y a la question aussi du... Pardon. Je
suis désolée. Il y a aussi la question de la continuité des pistes cyclables. On le vit tous en tant que cycliste. Il y a un moment où elle s'interrompt. Et là, il faut prendre une décision. Soit je prends le trottoir, soit je reviens sur la route, à mes risques et périls évidemment. Soit je vais plus vite parce qu'il faut que je me sorte de là. Je sens bien que je suis coincée entre un bus et une voiture. Et donc les cyclistes prennent parfois des décisions qui sont risquées, qui sont très risquées pour eux. Donc il y a la question de la continuité. Est-ce que là-dessus, il y a un véritable progrès dans la métropole toulousaine sur la continuité des pistes cyclables, ou est-ce que c'est un dernier effort avant les municipales où on voit que le rêve là est en train de se réaliser? Rêve, réseau, express vélo, celui-là, je l'ai. Effectivement, je pense qu'il y a quand même eu une amélioration en termes de continuité sur certains axes et une amélioration sur les continuités. Et ils y pensent un peu plus. Bon, c'est pas encore le super rêve, hein, mais il y a un effort qui a été fait. Il reste encore beaucoup d'endroits, malheureusement, où il n'y a pas de continuité, où c'est pas lisible non plus. C'est-à-dire que on va passer sur un trajet, on va devoir faire un bout de bande cyclable, un bout de couloir de bus, après passer dans une contre-allée, puis revenir à droite et passer de droite à gauche, etc. Et tous ces changements qu'on n'imaginerait pas demander à des automobilistes, on le demande à des cyclistes. Oui, clairement, quand tu montes sur Bonnefoy, tu es sur la piste cyclable et à un moment donné, tu es sur la route, et puis à un moment donné, tu es sur le stationnement de bus devant l'arrêt de bus. Et c'est vrai que tu sais, quand il y a le bus, pour le coup, tu sais plus du tout où tu dois passer. Voilà, et c'est là où effectivement il y a un réel effort à faire de lisibilité, pour guider finalement les cyclistes pour qu'ils sachent où aller et comment faire, et sans se poser trop la question, sans hésiter, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas juste tout piétoniser ? Alors je pose la question évidemment de façon un peu provocatrice. À côté, là, il y avait la possibilité de piétoniser la rue de la Colombette. Les habitants l'ont porté, ce projet-là. En tout cas, BVSA, qui est Bien Vivre à Saint-Aubin, l'association de quartier, elle a beaucoup porté ça. Finalement, il y a eu un renoncement. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif sur le plan des transports, la piétonisation, ou est-ce qu'on pense plutôt en espace partagé ? Quelle est la différence entre les deux, d'ailleurs ? Alors, après, il est clair que dans une ville comme Toulouse, on ne pourra pas créer des espaces spécifiques pour chaque mode de transport, chaque mode de déplacement. Donc, au bout d'un moment, effectivement, il faut savoir partager. Il faut partager l'espace et surtout apaiser. Et dans une ville, alors, en hypercentre, effectivement, il y a quand même beaucoup de réseaux de transport en commun. Alors, c'est peut-être pas vrai dans toute la ville, mais c'est assez concentré, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir on pourrait faire une zone, ce qu'on appelle une zone à trafic limité, au moins dans l'hypercentre. Qui existe dans beaucoup de centres urbains. Dans centres urbains, à l'étranger, en France, etc. Donc une zone à trafic limité qui serait effectivement pour éviter qu'il y ait cet afflux de voitures qui vient de l'extérieur et qui vient au centre-ville, et donc ça apaiserait la circulation. Dans d'autres villes, on fait des choix, effectivement, encore peut-être un peu plus drastique, de effectivement vraiment interdire la ville aux voitures, ou en tout cas la limiter, par exemple, et de favoriser les modes alternatifs, hein. On parlait des bus, on parle aussi du vélo et de la marche à pied, donc de laisser plus d'espace. Si on va en périphérie, alors autant en centre-ville on est quand même assez bien doté en pistes cyclables, les trottoirs sont en général peut-être assez, et encore, hein, parce qu'il y a certains quartiers un peu anciens les trottoirs sont quand même oui, j'allais te dire, étroits. Là pour le coup c'est un mauvais exemple, rue de la Colombette, les trottoirs c'est une catastrophe, voilà. Plus l'emprise terrasse, voilà. Et pour une personne à mobilité réduite c'est juste absolument impossible. C'est absolument impossible. Donc il y a les obstacles permanents, donc type les barrières anti-stationnants, les obstacles effectivement, les containers poubelles. Maintenant il y a les containers effectivement des nouveaux containers qui se rajoutent avec les déchets organiques. Donc à chaque fois on prend sur l'espace piéton, alors que en fait on pourrait effectivement mettre ces containers sur des stationnements, sur des places de stationnement. Ça se fait dans plein de villes, hein. Oui, parce que le ressenti en termes de piétons, c'est pas forcément un ressenti d'un apaisement de la ville. En tout cas, on a l'impression dans les bureaux de quartier que ce qui remonte, c'est oh là là, on se sent menacé parce que ça vient de partout. Alors qu'avant, il y avait un feu, je pouvais passer devant les voitures, il n'y avait que les voitures. Et maintenant, ça vient de partout, c'est les autres mobilités douces, plus le bus, plus la navette gratuite, plus...
etc. Comment est-ce que de pieds de roue, quelles sont les remontées que l'on vous fait, que les usagers vous font à ce sujet? Alors c'est vrai que pour le coup, on a beaucoup de remontées qui viennent du maire de Toulouse, qui nous renvoie régulièrement des lettres de personnes qui se plaignent effectivement des cyclistes qui roulent beaucoup sur les trottoirs. Alors en fait ça se comprend ça peut s'expliquer par le fait que malheureusement comme il manque d'aménagements cyclables, en tout cas les cyclistes, certains cyclistes se sentent pas en sécurité sur les aménagements, sur des bandes cyclables qui sont juste peintes au sol et qui sont plutôt étroites avec une circulation intense. Au final, certains préfèrent rouler sur le trottoir. Et là, on peut reparler du rêve. Effectivement, le rêve, c'est quand même un réseau express. Il y a des cyclistes qui vont très très vite et qui sont experts. Clairement, ils n'ont pas de problème d'équilibre. Quand on est un peu moins sûr sur son vélo et qu'on le prend de temps en temps, on ne se sent pas forcément sécurisé non plus sur le rêve, quoi. Donc on prend des réseaux, comme on discutait tout à l'heure avec Benoît, on prend des réseaux secondaires où on va partager avec les piétons. C'est aussi ça la question. Ou des petites rues apaisées qui devraient réellement être apaisées. On est passé soi-disant en ville 30, mais la circulation reste encore intense et des vitesses au-delà de 30 km/h. Qui sont au-delà de 30. Voilà, il y a encore beaucoup d'axes qui sont à 50, il y a du 50 qui n'est pas forcément respecté, et même dans certaines rues limitées à 30, les voitures vont plus vite. Nous, on préconise effectivement de repenser tous les plans de circulation, mais pas seulement dans un quartier, mais au global, pour éviter effectivement tous ces trafics de transit de voitures qui essayent d'aller vite pour traverser la ville et les quartiers. Et j'avais une question par rapport aux feux de circulation. Là aussi, discussion, il y a des expériences qui ont été menées qui fait que quand on supprime les feux de circulation, finalement, les voitures ralentissent. Je sais que c'est contre-productif, mais c'est une réalité parce que quand il y a un feu, le feu est au vert, elles ont tendance à accélérer pour passer au vert. Quand il est au rouge, ça fait les gens se sentent plus peut-être légitimes à traverser et avoir des comportements un peu plus dangereux quand on est piéton. Quelle est la position de pied de roue là-dessus? Est-ce qu'il y a un consensus ou au contraire ça reste un débat? Je dirais que ça reste encore un débat parce que, il y a une volonté. En termes de lisibilité aussi, c'est compliqué tous les feux, la multiplication des feux. Voilà, donc en fait, déjà il y a un projet de la part de la mairie de supprimer un certain nombre de feux dans certains carrefours. Donc on n'a pas forcément dit non, mais il faut effectivement bien évaluer le sujet et le risque, parce que on voit toujours le sujet avec nos yeux de voyants, mais des personnes non-voyantes ou qui ont un certain handicap vont pas forcément s'y retrouver et savoir comment se comporter dans ces nouveaux aménagements. Donc il faut faire quand même très attention à ça et pas forcément éteindre les feux et juste dire que c'est pour la fluidité. Donc il faut penser à tous les usages et en particulier aux personnes malvoyantes. Ouais. Est-ce que justement, dans cette ville plus inclusive, est-ce que là aussi, tu as l'impression que plus inclusive à tous les niveaux, Donc, je pense par exemple, à Végoire, on s'était commis pour 2 pieds de roue, justement, de ce petit court-métrage des vélos et des ailes, où on parlait de la différence genrée de l'usage des... faut le trouver sur YouTube, de la différence genrée de l'usage des vélos. Donc plus inclusive à ce niveau, donc cette perception-là on n'a pas le même usage du vélo selon qu'on est une mère de famille qui a besoin de se déplacer en étoile ou souvent un père de famille ou un homme qui a plutôt tendance à vouloir aller d'un point A à un point B et de façon très rapide, et aussi effectivement la question des handicaps visibles ou invisibles. Est-ce que tu as l'impression que cette municipalité-là, elle était dans ce dernier mandat, ces dernières années, plus à l'écoute de ce genre de choses? Pas vraiment à l'écoute, c'est un combat qu'il faut continuer à mener. Comment on est là? C'est clairement un combat qu'il faut continuer à mener et vraiment insister sur le prochain mandat, justement pour que Toulouse devienne une ville inclusive. Parce qu'elle l'est pas. Elle l'est pas. On peut se le dire, voilà. Elle l'est pas. Quand on voit effectivement l'état des trottoirs, pour juste se déplacer à pied, c'est même une personne sans handicap, c'est très compliqué. Donc non, elle l'est pas. Et plus on s'éloigne du centre-ville, plus c'est le cas. Il y a eu des projets un peu clinquants sur ce mandat, comme la rue de Metz, comme la rue Valade, etc. Mais, et le rêve, c'est clinquant quand même. Attends, c'est rêve... pas un peu pour les bobos masculins. Alors, le rêve, normalement, ça devrait être aussi inclusif, parce que normalement, on devrait avoir un réseau qui est large, justement, pour pouvoir accepter différents usages différents usages cyclistes. Et pas justement les cyclistes sportifs ou les cyclistes rapides.
Donc non, ça devrait être inclusif aussi. Ouais, pas tout à fait ce qu'on voit quand même. C'est pas tout à fait ce qu'on voit parce que pour l'instant, c'est quand même un rêve un peu au rabais, c'est-à-dire que là où on demandait 4 mètres de large, finalement, on n'aura peut-être que 3 mètres ou 2 mètres 50 dans certains cas, et donc là, effectivement, ça devient plus compliqué. Plus dangereux. Et plus dangereux. Tout simplement. Avec un trafic, effectivement, qui a tendance à augmenter, là, effectivement, ça devient... on comprend qu'il y a certaines personnes... qui évitent le rêve. Qui évitent, et même pour des personnes expérimentées, ça devient... inconfortable, voire désagréable de rouler dans ces conditions. Oui, c'est ça. Vous avez, je crois, alors je dis vous avez, alors que je fais partie de Pied de Roue, mais pas de ce projet, donc j'ai du droit de dire vous avez créé un questionnaire en fait. C'est un questionnaire ou c'est ça, hein. C'est un questionnaire que vous dédiez donc aux candidats de ces municipales. Est-ce que tu peux nous en donner les points les plus saillants? Alors en fait, Quelles sont les priorités pour de Pied de Roue? On fait ça en fait à chaque élection, c'est pas nouveau, donc à chaque fois on a un certain nombre de priorités. Donc on a effectivement préparé un document assez conséquent de nos priorités pour le prochain mandat. Est-ce qu'il y a des choses qui ont disparu par rapport au questionnaire précédent parce que ça a été fait, ça a été mis en place? Ou est-ce qu'il a fallu ressortir quand même les mêmes choses parce que c'est toujours pas là? Un projet qui était déjà là et qui revient, c'est le plan canal. Donc en fait, d'avoir quelque chose le long du canal du Midi qui est un des axes les plus importants pour les piétons et les cyclistes. Ce qui est peut-être un peu nouveau, où on n'avait pas vraiment insisté parce que c'était un peu noyé dans le rêve, c'est tout ce qui est traversé de ruptures urbaines, comme le périphérique, comme certaines voies, voies d'eau, comme la Garonne. Ça fait partie du rêve, ça. Ça fait partie du rêve. Mais nous, on l'a dit en début de mandat, ça devait être presque les premiers projets à être étudiés. Parce que le rêve, ça ne sens que si on peut aller de la première ou deuxième couronne vers Toulouse et vice-versa. Un rêve intra-Toulouse n'a pas... Tu ne peux pas traverser le périphérique, effectivement. N'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc au final, sur le mandat, il y aura peut-être une ou deux traversées qui auront été faites. Donc c'est pas beaucoup par rapport aux besoins. Un gros sujet sur les piétons, parce qu'effectivement c'est le parent pauvre des politiques de mobilité. En général, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de plan, donc ça on demande vraiment quelque chose de vraiment significatif, de passer à la vitesse supérieure sur l'aspect piéton. Ouais. Voilà. Avec quoi par exemple? Quel est le... Déjà d'avoir un document, des documents un peu cadres, de cadrage, comme alors officiellement, il existe un schéma directeur piéton d'agglomération c'était une des deux réserves au moment de l'enquête publique sur le plan de déplacement urbain 2020-25-30, dont on a parlé tout à l'heure. Mais en fait, c'est un peu une coquille vide. Donc on veut maintenant un véritable plan piéton avec des objectifs et avec un calendrier et aussi un budget alloué à ça. Donc il y a le questionnaire qui est envoyé aux candidats et puis sur lequel ils peuvent répondre. Alors il est quand même très technique et hyper expert. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les usagers sont hyper experts. Moi je suis toujours très impressionnée par la qualité de ces documents. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Après, ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez aussi. Voilà, donc nous, on a notre expertise d'usager. Donc voilà, donc nous, on s'est basé là-dessus. Oui, non, mais bien sûr, c'est la meilleure. Mais c'est justement, moi, je suis toujours étonnée sur le fait que les politiques s'en emparent pas de cette expertise-là. Ça fait gagner beaucoup d'argent sur les études qui peuvent être menées. Mais clairement, il y a une question de confiance. Il y a une question de confiance. On ne fait pas exactement confiance aux usagers. On a l'impression qu'ils ne savent pas. Ceci dit, il y a ce qu'on a bien vu aussi, c'est qu'il y avait une augmentation des conflits d'usage dans certains cas. Est-ce qu'il y a des conflits d'usage qui se sont quand même un petit peu rassérénés ou qui ont disparu? Je pense par exemple, à un moment donné, il y avait vraiment des conflits d'usage entre les bus et les vélos qui partageaient les mêmes voies, dans beaucoup d'endroits. Moi, je trouve que ça... En tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'est que ça ne s'est pas vraiment calmé. Mais je sais que Tisséo a dit, non, mais on fait des formations vis-à-vis de nos chauffeurs, etc. Les choses se sont calmées. Qu'est-ce qu'il en ressort, à ton avis? Moi, je dis... à mon sentiment personnel, je sais... globalement, je ne dirais pas que ça soit calme. Ça s'est calmé, parce que... on voit pas mal de cas de bus, en tout cas de conducteurs de bus qui ne sont pas spécialement respectueux des aménagements, en particulier des sas vélos qui effectivement vont klaxonner. Le sas vélo, c'est le truc qui est devant les voitures et les bus et on peut s'y mettre, on a droit.
juste avant un feu. Alors on comprend qu'il peut y avoir des contraintes commerciales, de vitesse, etc. Mais je veux dire, on est quand même fragile. Et le fait de respecter les sas vélo et de ne pas partir avant le feu, que le feu soit ouvert, de partir, de pas griller les feux, parce que ça arrive aussi, hein, des bus qui le font. Voilà, donc. Le problème, c'est que tout ça, comme il y a des on se sent fragile, on est fragile comme tu dis, et qu'il y a ce type de comportement, les cyclistes sont entraînés à d'autres comportements aussi qui sont problématiques. Juste, est-ce qu'il y a des choses que toi tu voulais aborder sur lesquelles j'ai pas posé de questions peut-être? C'est tout à fait possible. Un moment tout à l'heure, on a parlé de Rallument l'étoile et du CERM. Ça fait partie effectivement de... Le CERM, donc je le redis. Enfin, tu le redis, c'est un acronyme, vas-y. Le Service Express Régional Métropolitain. Voilà. Donc qui englobe en particulier le train. Nous, on pense qu'il y a une vraie synergie entre le train et le vélo. Justement, afin de proposer des solutions alternatives à l'usage de la voiture pour les gens qui habitent effectivement en première, deuxième couronne, pour justement d'avoir des réseaux de vélos qui viendraient se rabattre sur une gare et après prendre le train. La multimodalité. Voilà, exactement. Donc ça, d'ailleurs à tel point que nous, on a une place, alors pour l'instant elle est vacante, mais une place au conseil d'administration de Rallumons l'étoile. Parce Il y a une place vacante. Venez. Voilà, donc on est partie prenante de ce projet de Rallumons l'étoile. Voilà. Ouais, ok, j'ai envie de dire la place de la voiture, du coup, c'est au garage. En tout cas, elle n'est pas... Alors nous, pareil, on est partenaire de Cities. Donc nous, on ne dit pas qu'il faut abandonner complètement la voiture, mais il y a un certain nombre d'usages qui peuvent être largement remplacés couverts par d'autres modes de déplacement, que ce soit la marche à pied, le vélo ou les transports en commun. Que la voiture, ça peut être partagé, comme le propose la coopérative Cities. Et donc, c'est le même, pour en résumer, c'est un peu la même idée que les vélos, moi j'appelle ça les vélouses, faut que j'arrête avec ça, mais les vélos Toulouse, et c'est cette idée de le faire pour des voitures. Voilà, et surtout on demande on aimerait bien que ça se fait, ça existe. Que ce service soit plus étendu et plus dense en périphérie. Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est encore un service qui est de la même façon que les vélos Toulouse, très dense au centre-ville, mais plus on s'éloigne, moins c'est dense, et en périphérie, quasiment inexistant. Une dernière chose, vous avez déjà envoyé les questionnaires aux candidats, il y a eu des retours? Pour l'instant, alors c'est pas moi qui m'occupe des retours, je crois pas qu'on ait encore eu de retour. De toute façon, on a fait une première version qu'on a envoyée, et là on a finalisé la version 2 qu'on va envoyer aux candidats. Toutes les listes ne sont pas encore constituées, voilà. Ouais, ok. Merci beaucoup Boris d'avoir été avec nous. Donc voilà pour cet épisode sur les piétons, sur les vélos, sur les deux pieds, sur les deux roues. Vous avez d'autres épisodes donc, consacrés par exemple au quartier périphérique avec Benoît du comité de quartier Papus, et puis vous en avez un autre sur la LGV, donc rejoignez-nous sur YouTube et toutes les autres chaînes. J'imagine que tout va s'afficher, Gouard. On affiche tous les liens. Super, et puis vous pouvez toujours venir aussi nous voir, comme l'a fait Sacha, merci Sacha pour aujourd'hui, venir nous voir à TV Brick, qui est une télé, je le rappelle, participative. À bientôt, au revoir.